tiendront pas tout le temps. Le roi Acrisios galope de sa ville Argos pour aller jusqu'à Delphes. Il va interroger l'oracle d'Apollon parce qu'il a une question existentielle. Aurais-je ou aurais-je pas un fils ? Un fils qui puisse devenir roi à ma place après. Acrisios a déjà une seule et unique fille, Danaé, resplendissante, mais avec une fille, on ne peut pas faire une reine. On le sait bien, les femmes ne savent pas gouverner. Il veut savoir, il veut en avoir le cœur net. Aurais-je pas un héritier au trône ? Acrisios arrive au grand temple d'Apollon à Delphes, là où il y a l'oracle le plus puissant de tous. L'oracle, c'est la voix des dieux qui parle à travers les lèvres d'une prêtresse. Il dit toujours la vérité. Mais parfois, la vérité, il faut l'interpréter un petit peu. Acrisios s'incline devant la prêtresse d'Apollon. Il pose sa question. Elle prend une poignée de feuilles de laurier qu'elle jette brûlées dans un trépied. Elle en inspire les vapeurs et les dieux lui inspirent la réponse. Ô grand roi Acrisios, les dieux me disent qu'hélas, tu n'auras pas de fils. Moi, je te donne un conseil. Fais très attention à toi, car un jour, le fils de ta fille te tuera. Moi ? Comment est-ce possible ? Le fils de ma fille me tuera ? Galope, galope, galope. Maintenant, le roi doit rentrer le plus vite possible à Argos. Galope, 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 pour essayer de défaire son destin. Galope, galope, galope. Je vais la tuer, Danaé, pour qu'elle n'ait pas d'enfant. Galope, galope, galope. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas l'amour paternel. C'est juste que tuer la chair de sa propre chair va être puni par les dieux tellement cruellement que finalement, ce serait mieux de mourir par la main de son petit-fils. Il faut trouver autre chose. Galope, 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 galope. Le roi est intelligent. Galope, galope. Le besoin aidant. Galope, galope. Il réfléchit vite. Galope, galope. Et le temps qu'il lui faut pour arriver à Argos, il a trouvé une solution. Dès qu'il arrive en ville, il donne ses ordres. Aussitôt dit, aussitôt fait, on les exécute. On construit au plein milieu de la campagne d'Argos, loin de tout et de tous, une grande tour, haute et massive, gardée par les soldats du roi. Une tour sans fenêtre, pour que Danaé, enfermée dedans, ne puisse pas voir et désirer le monde.
et surtout pour qu'aucun regard, aucun souffle, aucune main d'homme ne puisse l'attendre pour qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Ainsi, le destin sera déjoué et la vie du roi sauvée. Aussitôt dit, aussitôt fait, Danaé est enfermée dans la tour, une grande pièce en haut, avec une verrière pour faire passer l'air et la lumière, avec sa nourrice comme seule compagnie. Elle disparaît ainsi de la face de la terre. Plus personne ne la voit ici-bas. On ne sait même plus si elle est encore vivante. Mais on peut la voir de là-haut, d'au-dessus la verrière. Zeus, le roi des dieux, un jour en se penchant à sa fenêtre et en jetant un regard distrait sur terre, voit la tour nouvelle et curieux, il regarde à travers la verrière. Et là, il la voit, Danaé, belle. Et tout de suite, une petite étincelle d'amour s'allume dans son cœur, qui s'embrase tout de suite comme une torche de passion. Et là, Zeus n'a aucune autre envie que de descendre de son Olympe céleste pour aller rendre visite à la belle. Et pendant qu'il traverse les cieux, il se métamorphose. Goutte après goutte, Zeus se transforme en pluie, pluie d'or. Et goutte après goutte, Zeus pleut sur la verrière. Il passe à travers les fissures et goutte après goutte, il pleut à l'intérieur de la grande pièce. Il pleut sur Danaé, il la couvre toute. Et finalement, il peut la caresser de partout, la tenir dans ses bras, l'embrasser, lui murmurer à l'oreille « Sagapo, je t'aime !» Danaé, dans son grand ennui, elle se laisse faire. Ils s'aiment pendant toute la nuit. Au petit matin, Zeus s'en va tel qu'il est venu. Goutte après goutte, il s'évapore, il passe par les fissures et à l'aube, un petit nuage de vapeur dorée monte très discrètement vers le haut, vers l'Olympe, ni vu ni connu. Il laisse Danaé seule dans la grande tour avec une petite étincelle de vie allumée dans son ventre. Après le temps qu'il faut, elle met au monde un petit garçon qu'elle appelle Persée, qui reste le secret entre elle et sa nourrice dans la solitude de la grande tour, parce que personne ne vient leur rendre visite, alors personne ne sait. Et puis le temps passe. Le temps passe, le bébé grandit. Et c'est en passant un jour, pas loin de la tour, que le roi Acrisios entend les cris de l'enfant, des cris de jeu, de joie, de chansons. Il le découvre et encore une fois, avec son épée, il voudrait mettre terme à son destin pour que sa vie soit sauvée. Encore une fois, il retient sa main. Si Persée est vraiment le fils de Zeus, il faut y aller mollo, réfléchir avant d'agir. Le roi, il est intelligent, le besoin aidant, il réfléchit vite et il trouve. Il donne ses ordres. Aussitôt dit, aussitôt fait, on les exécute et on construit une grande caisse en bois dans laquelle il fait enfermer Danaé, Persée,
On cloue le couvercle de la caisse. On jette la caisse à la mer en tempête. Il a l'espoir qu'elle s'écrase contre les rochers, que la nature accomplisse ce que sa main ne peut pas faire. Aussitôt dit, aussitôt fait, on jette la caisse à la mer en tempête. Mais là-haut, au-dessus des nuages, Zeus, il voit ce qui s'est passé et d'un geste, il apaise la mer. Et la caisse ne s'écrase pas, elle flotte. Au gré des courants, elle voyage, loin d'Argos. Elle traverse le bleu de la Méditerranée, jusqu'à échouer sur les plages d'une petite île plantée au milieu du bleu, Sériphos. Une princesse et un petit prince dans une caisse en bois, le pêcheur qui l'a ouverte ne croit pas à ses yeux. Ça alors. Par contre, une princesse dans une cabane de pêcheurs, bon, elle irait mieux dans le château du roi de l'île. Et Polydectès, le roi, quand il voit Danaé, waouh, il a la même réaction que Zeus, il en tombe tout de suite amoureux. Bien sûr, ma princesse, que tu peux rester ici, sur mon île, tu es la bienvenue dans mon palais, qui sera aussi le tien. Mes serviteurs sont les tiens. S'il te plaît, accepte mon hospitalité. Et sans aucune surprise, Danaé s'installe au château. Sans aucune surprise, quelque temps après, Polydectès lui demande sa main. Et avec la surprise de tout le monde, elle refuse. Moi, le roi, jamais personne ne m'a nié quoi que ce soit. C'est un fait que lors de leur première rencontre, en regardant Polydectès dans les yeux, elle-même s'est sentie regardée comme une chose, certes belle et précieuse, comme un bijou ou une œuvre d'art, mais une chose appartenant déjà à son trésor personnel. C'est pour ça qu'elle dit non. Elle veut être considérée, regardée, aimée comme la femme qu'elle est. Mais elle n'a pas le courage non plus de le dire ouvertement, au fond. C'est vrai, pour une princesse, le château du roi, c'est mieux que la cabane d'un pêcheur. Et puis, elle a besoin d'aide pour élever son enfant. Polydectès, quant à lui, il n'ose pas la chasser. Il s'est dit, le temps passant, la beauté et la jeunesse vont flétrir. Un jour ou l'autre, elle va céder. Parce que moi, je suis le roi et j'obtiens toujours tout. Et puis parce que, mesdames et mesdemoiselles, qui ne rêve pas un jour d'être reine? Alors elle va dire oui un jour ou l'autre. Il suffit d'attendre. Et dans cette attente, le temps passe. Le temps passe. Le temps passe et les parents vieillissent. Enfin, pour Danaé, c'est juste quelques petites ridules autour des yeux. Elle reste toujours resplendissante, même 20 ans après. Le temps passe. Les enfants grandissent. Persée est devenu un jeune homme, grand, fort, intelligent, beau comme un Paris. En tant que prince, il a été élevé à la cour du roi, comme il se doit, pour son rang.
Il a été entraîné aux arts de la guerre, aux arts du sport. Lui, il pourrait sillonner le monde, tuer à droite, à gauche des monstres, des brigands. Il va nulle part. Il reste à Séryphos parce qu'il sait qu'il a une mission, protéger sa mère. Polydectès, toujours pendant toutes ces années-là, il a essayé de la prendre par la force ou par l'amour. Enfin, l'amour, il est déjà parti depuis belle lurette. Et Persée sait que s'il partait, Polydectès l'obligerait à l'épouser. Alors il reste, et Polydectès le sait. Il y a toujours Persée dans les pattes. Il fait bouclier, il ne réussit pas à la voir, celle-là. Il faut qu'il trouve une solution à ce problème qui dure déjà depuis trop longtemps. Le roi n'est pas très intelligent, mais quand même, avec le temps, il arrive à trouver une solution. Mieux vaut tard que jamais. Il donne ses ordres. Aussitôt dit, aussitôt fait, on les exécute. Et on organise une fête au palais de Séryphos. Une fête magnifique. Oh, le roi va annoncer ses fiançailles avec une princesse lointaine. Une fête. Et on se prépare. On décore le palais. On refait les jardins. On cuisine pendant des semaines. On fait arriver le meilleur vin, celui de Samos. Le jour J arrive. On a invité tous les princes et princesses de Grèce. Les invités aussi arrivent. On remplit leur coupe avec l'excellent vin de Samos. On les installe à table. On lève les coupes à la santé du roi. Et la fête commence. On boit, on mange, on danse, on chante. On fait la fête. Et quand les cœurs sont assez réchauffés par le vent, mais avant que cela ne déborde, on fait une pause. C'est le comble de la fête, le moment des cadeaux. C'est la coutume. Quand on va rendre visite à quelqu'un, on lui apporte quelque chose de très beau de chez soi, un cadeau magnifique, le plus possible. Et quand celui qui invite est un roi, les cadeaux sont tous uniques, exotiques, spéciaux, extraordinaires. Des tissus brodés en argent, des pièces d'or. Il y en a même qui apportent un cheval. Et chacun des invités donne son cadeau au roi. Tous, sauf Persée. Comment dire, déjà Persée habite au palais. Ce matin-là, on lui a dit, tu viens à la fête, oui, non ou oui. Et puis, surtout, il n'a pas un sou pour acheter un cadeau pour un roi. Alors, les mains vides qu'il est arrivé. Les mains vides. Mais vous entendez cela? Vous voyez cela? Les mains vides qu'il arrive. Pendant des années, je l'ai hébergé, donné un toit, une éducation, je l'ai nourri. Et c'est comme ça qu'il me remercie. Quel ingrat! Quel ingrat! Les jeunes d'aujourd'hui, tous des ingrats. Tout le monde s'est arrêté, tout le monde regarde Persée. En attendant à sa réaction, lui, il rougit, il ne sait pas quoi dire, il sent le regard des autres derrière sa nuque, et puis dans un élan de jeunesse, orgueil, embarras, il s'exclame « Eh bien, mon roi, peut-être que je me suis trompé, alors laisse-moi réparer mon erreur. Dis-moi ce que tu désires.
et je te le jure, je te l'apporterai. Ah, bon, tu n'es pas si mal élevé que ça. Oui, en effet, il y a quelque chose que je souhaite depuis très très longtemps. Alors, s'il te plaît, apporte-moi la tête de Méduse. Danaé pleure un silence. Méduse, le monstre effroyable que tant et tant de héros ont essayé de tuer. Jamais personne n'en est revenu. Pourtant, Méduse, au début, n'était pas un monstre effroyable. C'était une femme, la plus belle femme de sa ville. Elle était tellement belle que chaque jour, une foule de prétendants l'attendait derrière sa porte pour la voir. À ce qui paraît, un jour, dans la foule des prétendants, il y en a deux qui ont une conversation plutôt banale. Il y en a un qui dit: « T'as vu comment elle est belle, Méduse ? Moi, quand elle parle, j'entends des clochettes. » Et l'autre qui lui dit: « Oh oui, je suis d'accord avec toi. Même quand elle me passe à côté, moi je vois des pétales de rose descendre du ciel. Je te dis une chose, pour moi, Méduse, elle est même plus belle que la déesse Athéna, celle qui protège notre ville. » Jusque-là, tout va bien. Mais ça se trouve qu'à ces moments-là, Méduse sort de chez elle, elle entend la conversation, elle s'en mêle. « Ah, ben les gars, mais oui, bien sûr que je suis plus belle qu'Athéna, quand même. Athéna, la déesse de la guerre, elle se promène toujours de partout avec son armure. On ne voit même pas que c'est une femme, on croirait que c'est un garçon, un guerrier. Alors que moi, ah, regardez-moi, le corps sublime que j'ai. Ça vous plaît, ma robe ? Ah, c'est un styliste en ville qui l'a coupée exprès pour moi. Suis-je ou suis-je pas belle ? Peut-être qu'elle a seulement murmuré ou seulement pensé. Mais Athéna, là-haut, dans le château des dieux l'Olympe, a cru entendre quelque chose tout de suite. Quelle arrogance! Je vais la punir. Mais avant de faire quoi que ce soit, Athéna, qui est aussi la déesse de la justice, descend sur terre pour vérifier si ce qu'elle a entendu a été vraiment dit ou pensé. Et pendant qu'elle descend de l'Olympe et traverse les cieux, elle se transforme. Une fois arrivée sur terre, elle frappe à la porte de Méduse. Quand la jeune fille ouvre, il y a devant elle une petite vieille, toute ridée et ratatinée, qui s'appuie sur sa canne. Des yeux pétillants, un peu coquins, qui la regardent droit dans ses yeux. « Oh, ma fille, que tu es belle! Tu es même plus belle que ce qu'on m'avait raconté. Mais, dis-moi, est-ce vrai ce qu'on dit en ville, que tu serais même plus belle que la déesse Athéna, hein? » Ah, mais bien sûr, comment t'expliquer? Tu vois Athéna avec son armure, la lance, tout le reste. Eh bien, tu sais combien ça pèse tout cela, hein? Ça fait 30 kilos au bas mot. Alors, pour porter 30 kilos tous les jours, même pour aller faire les courses, je t'ai dit, il faut avoir des muscles. Hein? Elle ressemble presque à un homme. Et puis, elle va à la guerre. Elle se jette dans la mêlée avec des cris sauvages, et puis le soir, elle rentre à la maison
toute couverte de sang. Ça, c'est pas beau, hein? Alors que moi, hein? J'étais chez le coiffeur ce matin, ça te plaît? Suis-je ou suis-je pas belle? Petite arrogante. Devant Méduse, il n'y a plus la petite vieille. Il y a Athéna, étincelante de rage. Je vais te jeter un sort. On verra si tu es toujours la plus belle. Et surtout si les autres voudront bien te regarder. Une lumière aveuglante frappe Méduse, qui essaie de se faire petite, la plus petite possible, pendant que la déesse la couvre d'insultes, de rage, lui déverse toute sa colère. Et puis, quand Athéna s'en va, la lumière la suit, et seulement alors, Méduse ose rouvrir ses yeux. Est-ce qu'elle est partie? Ah, quelle peur! La peur de ma vie. Je me sens étrange. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon magnifique corps. Il est maintenant recouvert d'écailles, en métal. Mes doigts sont comme des vieilles branches d'arbres avec des griffes au bout. Et qu'est-ce qui bouge là-haut sur ma tête? Je ne réussis pas à voir. Elle prend un miroir et là, elle découvre son nouveau visage. Des yeux rougis, enflammés en dehors de ses orbites. Un naseau de bête, une gueule avec des crocs de sanglier béantes, la langue enflée qui pend en dehors de sa bouche, et puis un filet de bave noire qui coule au coin de ses lèvres. Et là-haut, ces belles tresses brillantes qui se sont transformées en serpents. Les serpents vivants et grouillants sur sa tête, la queue bien enracinée dans son crâne, et puis les têtes là, les bouches qui s'ouvrent, qui se ferment, les langues qui sortent, qui rentrent. Mais peut-être que c'est le miroir qui lui donne cette image. Il y a bien des miroirs enchantés dans les histoires. Elle sort de chez elle. La foule des jeunes prétendants s'enfuit tout de suite en criant « Au monstre !» Elle avance dans les rues de sa ville, c'est pareil, tout le monde s'enferme chez soi. La ville se vide. À un moment, il croise un homme qui la regarde dans les yeux stupéfaits. Elle le regarde dans les yeux stupéfaite, comme pour lui demander « Tout cela n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» Et à sa grande horreur, l'autre se fige, son corps durci, devient de pierre, mort. Juste parce qu'il l'a regardé dans les yeux. Méduse s'en va. Mais où qu'elle aille, c'est la même chose. On la chasse, on la couvre d'insultes, on lui lance des pierres, on veut la tuer. Elle s'en va, quelque part dans le monde, peut-être au bout du monde. Personne ne sait où elle habite. Alors, mon fils, Persée, tu partiras chercher Méduse peut-être au bout du monde. Peut-être tu ne reviendras jamais plus. Persée. Mère, essuie tes larmes. Je suis jeune, fort, intelligent et beau, ce qui ne gâche rien. Je suis bien entraîné aux arts de la guerre et du sport. Je saurais bien tuer un monstre. Toutefois, tu as raison. Je ne sais pas où Méduse habite. Alors, pour le savoir, ce que je ferai tout de suite sera d'aller voir l'oracle de Delphes.
Persée est maintenant dans le temple d'Apollon, le dieu du soleil. Il rentre, il s'incline devant la prêtresse. Il lui pose sa question. Elle prend une poignée de feuilles de laurier qu'elle jette brûlées dans un trépied. Elle en inspire les vapeurs et le dieu Apollon lui inspire la réponse. Ô grand héros, Persée, Apollon te dit qu'il ne le sait pas. Il sait seulement que Méduse est partie au bout du monde, quelque part où il n'y a que le crépuscule. Et comme il n'y a pas de soleil, il ne peut pas voir, donc il ne peut pas savoir. Pour savoir, va voir les 3 femmes les plus vieilles du monde, les 3 Grès. Mais elles ne te donneront pas leurs secrets facilement. Mais va maintenant, ton père Zeus te protégera. Le bout du monde au nord. Crépuscule et une forêt à la ligne d'horizon, dense, verte. Au milieu de la forêt, une clairière avec 3 tabourets, les uns à côté des autres. 3 vieilles femmes y sont assises dessus, si vieilles, mais si vieilles qu'elles sont toutes ridées et ratatinées comme des vieilles pommes. Si vieilles, mais si vieilles qu'elles ne se souviennent même plus de l'âge qu'elles ont. Si vieilles, mais si vieilles qu'elles passent leur temps à se passer la seule dent et le seul œil que les 3 ont en commun pour voir et pour manger. J'ai faim, passez-moi la dent. Mais elle est où? Je ne la vois pas, alors je vais aussi l'œil. Ah ben moi aussi, hein, j'ai faim, je vais voir, pour manger. Et passe-moi l'œil, et passe-moi la dent. Non, attends, c'est mon tour maintenant. Et c'est moi qui vais manger avant. Alors passe-moi la dent. Et l'œil, il est où? Alors, je vais voir la dent. Et tout cela à une vitesse extraordinaire. Persée, caché derrière un arbre, il regarde ce manège, et puis rapide, il interpose sa main au moment où l'une passe l'œil à sa voisine, le seul instant où aucune de 3 ne voit. Il saisit l'œil, il les fait chanter. Dites-moi où Méduse habite, vous qui savez tout et qui connaissez tous. Dites-moi où elle habite, ou sinon peut-être c'est l'œil qui indiquera le chemin pour aller lui rendre visite. Les 3 Grès ne voient pas du tout la chose de bon œil. Au bout du monde, à l'ouest. Persée remercie, il s'en va. Le bout du monde à l'ouest, c'est le crépuscule. Et une ligne d'horizon faite de rochers. Des rochers avec des étranges formes de brins d'herbe, arbres, oiseaux qui ne chantent plus sur une branche d'un arbre en pierre. Et au bout du sentier sur lequel il marche, une grotte profonde et obscure, devant des rochers à l'étrange forme humaine. Tiens, je dois être arrivée. Ils doivent être tous ceux qui ont essayé avant moi, ceux qui ne sont jamais revenus. Et moi, je vais faire comment pour tuer Méduse? Je n'y ai même pas pensé. À ce moment-là, Zeus, son père, qui le protège, qui veille sur lui, voit le moment d'hésitation et lui envoie sa fille Athéna pour aider son demi-frère.
Athéna apparaît devant Persée. Pouf. Il la reconnaît tout de suite, il a bien écouté son histoire. Elle lui donne une épée magique qui peut couper n'importe quelle matière. Les écailles de Méduse sont très très dures. Une épée humaine s'y fracasserait dessus. Une besace, un sac dans lequel mettre la tête de Méduse, puisque son regard tuera même après sa mort. Et puis il prend aussi mon bouclier, en acier poli. On peut se voir dedans. Tu l'utiliseras comme un miroir, puisque le regard de Méduse pétrifie seulement quand on la regarde droit dans les yeux. Alors vas-y, rentre. Elle dort, tu as de la chance. Et puis ne t'inquiète pas, je guiderai ton bras. Persée prend les 3 objets. Il regarde l'entrée de la grotte dans le bouclier miroir d'Athéna. Il avance à reculons. Il entre dans la grotte, il ne voit rien. Mais ça sent la charogne. Et puis il entend les ronflements de la gorgone Méduse. Il s'approche d'elle silencieusement. Délicatement, il pose le bouclier au sol. Il prend l'épée. Il ferme les yeux parce qu'on ne sait jamais. Et puis il frappe. Il coupe la tête de Méduse qui roule au sol, et de la blessure au cou, du sang sort. Du sang dense, bouillant, visqueux, noir, qui envahit la caverne. Du sang qui coagule, et du sang coagulé de Méduse sort un cheval blanc. Le regard noir et doux. Une grande paire d'ailes blanches. Persée s'extasie devant la beauté absolue, sortie de la laideur en personne. Comment est-il possible? Persée, qu'est-ce que tu attends? Allez, vite, tu dois repartir. Persée ramasse la tête de Méduse en la tenant par les serpents. Il la met dans le sac qu'il ferme et puis il monte sur le cheval ailé et décollage immédiat. CGV. Cheval grande vitesse. Le retour sera beaucoup plus rapide que l'aller. Persée, le premier homme volant de l'histoire de l'humanité. Il rentre de son aventure victorieux. Du bout du monde à l'ouest, en allant vers l'est, vers la Grèce. Il survole la côte de l'Afrique du Nord. Il voit les verts des prairies et des forêts. Les dorés des déserts et des champs de blé, l'argenté des rivières, la terre vue du haut, vue du ciel, elle est magnifique. Et puis il voit le bleu profond de la Méditerranée. Il sait qu'il est bientôt arrivé chez lui. Là en bas, sur la côte de l'Afrique du Nord, une grande ville. Un grand port, un rocher à l'entrée du port.
En bien regardant, là sur le rocher, il la voit tout de suite. La jeune fille, toute nue, enchaînée dessus. Et à côté, dans l'eau, il le voit tout de suite. L'écaille luisante, la gueule béante, l'œil brillant, un dragon marrant qui s'approche du rocher avec l'intention évidente de dévorer la jeune fille qui est enchaînée dessus. Persée ne réfléchit pas. Il dégaine son épée, il s'élance vers le dragon pour le tuer et sauver la jeune fille. C'est normal. Lui, maintenant, c'est un héros. La jeune fille sur le rocher, c'est une princesse, Andromède. Elle voit le dragon arriver. Elle s'est dit, c'est ma dernière minute. Et enchaînée comme elle est, elle peut juste tourner le regard vers le ciel pour une dernière prière. C'est pas de ma faute quand même. Si je suis là, je ne suis pour rien. C'est à cause de ma mère, la reine Cassiopée. Un jour, elle a dit qu'elle était plus belle que les nymphes de la mer, et voilà, que les nymphes ont envoyé un dragon pour tout détruire. Pour le laisser partir, elles exigent un sacrifice. Le sacrifice, c'est moi. Mais c'est qui celui-là? Un chevalier volant? Une épée à la main? Il va vers le dragon? C'est sûr, il veut le tuer. Hé, jeune homme! Jeune homme, arrête-toi! Attends! Toi qui es si beau, s'il te plaît, n'essaye pas. Le monstre, il est terrible, tu ne sais pas. Il a dévoré la flotte de mon père. S'il te plaît, va-t'en, tu qui peux, toi qui peux, s'il te plaît. Il ne m'écoute même pas. Je ne peux pas le regarder se faire déchiqueter comme tous les autres, lui qui est si beau. Alors elle ferme les yeux. Elle ne voit rien, mais elle entend tout. Elle entend le bruit de la mer sur le rocher, le bruit du monstre qui nage et qui s'approche dans l'eau, qui bout autour de lui, ses grognements, le battement des ailes du cheval, les cris d'incitation du chevalier, les hennissements du cheval, les grognements du monstre, le grincement de l'épée sur les écailles du monstre, les cris du monstre, des hurlements à percer les oreilles, le grincement de l'épée sur les écailles du monstre, le grincement de l'épée sur les écailles du monstre, les grognements du monstre, le battement des ailes du cheval qui s'en va, les cris du chevalier, le cheval qui revient, le grincement de l'épée sur les écailles du monstre, le grincement de l'épée sur les écailles du monstre, un hurlement puissant, le bruit de la mer sur le rocher, le bruit du vent qui passe, le silence. Andromède s'est dit, voilà, il a été tué comme les autres, maintenant c'est mon tour. Elle ouvre les yeux. Le monstre a disparu, n'est plus. Le chevalier volant est à ses côtés en train de lui défaire ses chaînes. Persée et Andromède se regardent les yeux dans les yeux pendant de longs instants. C'est le coup de foudre immédiat. Les noces s'ensuivent. Et puis ils repartent pour terminer l'aventure. Le CGV atterrit devant le palais de Seriphos. Persée
descend, il passe devant les gardes à l'entrée du château et puis il traverse d'un pas rapide et déterminé les couloirs, les salles, les couloirs pour arriver à la salle de fête où le roi Polydectès est attablé avec des convives comme si le temps n'avait pas passé à un autre festin. Polydectès, qui n'a aucune envie de voir revenir Persée. Ah, l'ingrat, tu es de retour, je n'aurais jamais... Est-ce que tu m'as apporté ce que je t'ai demandé? Bien sûr. Persée ouvre la besace, il sort la tête de Méduse en la tenant par les serpents. Il pétrifie Polydectès et ses convives, un dictateur de moins sur terre. Il va retrouver sa mère. Persée, il faut rentrer à la maison. Ici, ce n'est pas chez nous. Rentrons là d'où on vient, s'il te plaît. Argos. CGV. Cheval grande vitesse. Mais la renommée de Persée vole encore plus vite que le cheval. Là-bas, à Argos, Acrisios le roi est toujours sur le trône. Il a entendu parler des gestes de son petit-fils et surtout, il a entendu la rumeur qu'il reviendrait à Argos. C'est sûrement pour me couper la gorge et se venger. Il vaut mieux que je parte. Ainsi, pendant une nuit sans lune, Acrisios quitte le château, quitte Argos, et jamais plus personne ne l'a revu en ville. Ainsi, quand Persée arrive, il n'y a plus de roi. Vive le roi! Persée, roi! Persée, héritier d'Acrisios! Vive le roi! Persée, Persée, Andromède, Persée, Andromède! Un couple magnifique, vive le roi! Et un roi comme ça, on ne l'a plus revu depuis ces temps-là. Humble, généreux, à l'écoute de son peuple, fort. Pour les Grecs, c'est important. À une époque où tous ces petits royaumes passaient le temps à se faire la guerre, un roi fort mène les armées à la victoire. Et quand c'est la paix, un roi fort dit aux autres qu'on est trop fort pour nous faire la guerre. Pendant les Jeux sportifs, et Persée gagne toujours toutes les compétitions. Toutes. Oui, enfin, seulement une fois, ça s'est passé un peu mal. Mais c'était des Jeux sportifs chez un roi voisin. C'était l'épreuve du lancer du disque. Persée a bien visé le fond du stade, mais peut-être un coup de vent. Le disque a changé de trajectoire. Il est tombé dans le public, frappé au front un homme qui est mort sur le coup. Quand on s'est approché de la victime, on l'a vu tout de suite, que c'était l'ex-roi d'Argos qui assistait au jeu en incognito. Il s'appelait déjà comment? Acrisios. Acrisios, le roi d'Argos, a bien été tué par son petit-fils, comme l'oracle le lui avait dit il y a très longtemps. Parce que le destin est comme une boucle à boucler, et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le destin revient toujours. Et surtout, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, l'oracle a toujours raison.